Merci beaucoup pour l'invitation, Jean. Et merci d'être venu aussi nombreux à ce séminaire, ça fait très plaisir. Donc, je vous la fais en français aujourd'hui, la présentation, parce que je suis un peu feignant. Mais du coup, je vais parler en effet de mes travaux de postdoc de cette année. En fait, on va dire deux petits aspects parce que j'ai fait beaucoup de choses pendant cette année. Et je vais parler principalement d'un détail technique qui nous a pris du temps avec Alain sur l'optimisation GPU de Demeter. Et à la fin, un résultat qui est tout frais, tout beau sorti, bon, qui est donc, à prendre avec des pincettes parce que comme il est très nouveau. Alors juste avant, je vous fais un tout petit peu de contexte. Donc je travaille. On peut juste décaler un petit peu comme ça. Ok. Donc je travaille mon postdoc fait partie d'une ANR qui s'appelle Radiohead. C'est des médecins, des neurochirurgiens qui donc soignent des gens qui ont des glioblastomes, ce sont des cancers du cerveau, et ces cancers qui sont de haut grade et qui sont soignés souvent avec de la radiothérapie. La radiothérapie, ça marche bien, mais apparemment, enfin, les médecins ont l'impression que les... il y a des rechutes qui se font, enfin plutôt des maladies qui se développent qui s'appellent la leucocéphalopathie de la matière blanche. Et donc ça provoque degenerative disorder, des problèmes cognitifs chez les patients. Donc pour ça, l'ANR est assez grand et il y a une première partie de l'ANR qui va être de juste collecter des données, les nettoyer un peu. Et ça, c'est des données qui sont dans le chat noir. Alors qu'est-ce qu'ils collectent? Ils collectent des IRM de patients à plusieurs mois d'intervalle sur toute la durée de vie du patient après diagnostic et après opération. Euh, donc, c'est des données qui ressemblent un peu à ça. Donc, ça, c'est un patient. On voit que les données, elles sont enfin, les IRM sont dans des orientations différentes, etc. Bon, c'est plus ou moins pré-processé. Et ensuite, il y a une partie du pré-processing qui est faite par Pixel et eux, ils s'occupent de la segmentation des données. En gros, ils vont donner un sens aux pixels. Bon, ça, c'est juste un peu pour le contexte. Je vous raconte un peu euh, le plan de ma présentation. Euh, donc, on va faire en première partie donc le focus sur l'optimisation GPU des métamorphoses. Et en deuxième partie, je vais vous raconter des métamorphoses pondérées dépendantes à la classe. Alors, si le titre ne fait pas sens tout de suite, on va y revenir plus tard, mais je commence par la partie 1. Les deux parties sont assez indépendantes. Donc à la fin de la première partie, bon, vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Je ferai une petite partie questions à la fin du Quentin. Ok, eh bien, c'est parti pour là, donc on a ça. Donc la première partie, je vais donc expliquer ce que sont les métamorphoses pour ceux qui ne sont pas au fait, mais je vais la laisser assez rapidement. Donc, on peut voir les métamorphoses comme une généralisation de LDDMM, LDDMM pour Large Deformation Differential Metric Mapping. C'est une méthode qui permet de faire du recalage de forme entre deux objets qui ont la même topologie. La même topologie, c'est-à-dire, par exemple, ici, entre l'image A et B, on a un seul objet, c'est la même topologie. Métamorphose, ça permet justement de casser la topologie des objets. Et donc, ça permet d'aller de l'image B vers l'image C, par exemple. On passe en modélisant l'évolution de l'image. Comment ça? Donc, on met l'image, c'est la dérivée partielle en temps de l'image. Elle va être la somme ici de la déformation. Donc, c'est en fait le champ de vecteur temporel appliqué à l'image, plus une partie, ce que on appelle, moi ce que j'appelle résidu. C'est en fait les différentes intensités qu'on va faire pour casser la topologie de nœud. Et donc c'est paramétré par un paramètre ρ ici.
qui va permettre de faire une sorte de moyenne pondérée, enfin une sorte de barycentre entre ces deux éléments. Donc juste pour donner un exemple de qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça fait. Ici, on a une image source, une image target. Et donc, si on veut faire ce recalage avec LDDMM, on voit qu'il y a beaucoup de déformations ici. Mais un peu trop. En fait, on a ici la coupure qui va être expliquée par un peu trop de déformation. La méthode va essayer de pousser à l'intérieur. Alors que les métamorphoses, on va plutôt expliquer ces différences par un changement d'intensité. Et ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ok, voilà. Donc là, on voit juste la superposition des trucs. En vert, ça veut dire que c'est bien matché. En rouge et en bleu, c'est que c'est différent. Et donc, un peu plus précisément, en fait, une métamorphose, on peut le voir comme une paire de courbes dans un espace compliqué. En fait, cet espace, c'est l'espace des difféomorphismes, G, le groupe des difféomorphismes, et I qui va être les changements d'intensité entre. Voilà. Et bon, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. On a ici, en fait, ce qu'on représente dans cette image, c'est qu'on peut sortir de l'orbite de l'espace de déformation grâce justement à psi t. Mais bon, en fait, comment on fait pour faire le recalage en pratique? Donc, je viens de dire, les métamorphoses, c'est une courbe dans un espace. Et donc, comment on fait pour faire du recalage? En général, on va dire, on a deux points et on va chercher parmi tous les chemins qui vont aller d'un point à l'autre, le chemin le plus court. Le chemin le plus court selon une métrique précise. Et donc ça va être donné par nos coûts. Et en fait, le chemin le plus court, ça s'appelle une géodésique en géométrie. Et donc, notre premier travail, en fait, ça va de déterminer qu'est-ce que c'est qu'une géodésique. Enfin, quelle de nature, comment on décrit une géodésique dans notre espace. Et ensuite, une fois qu'on sait ce que c'est qu'une géodésique, on dit, bah, très bien. Maintenant, on va faire une méthode de shooting, ça s'appelle. C'est-à-dire, on va suivre une ligne droite dans une direction aléatoire. Et ensuite, on va optimiser sur la différence entre l'arrivée et ma cible. Pourquoi ça s'appelle shooting? Parce que c'est très analogique en fait, un problème de balistique où on va tirer dans un truc, on va tirer vers une cible, on cherche à trouver un vecteur directeur et on veut arriver du coup à notre cible. Donc par itération successive. Ok, donc ça c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner avec Demeter et que je, et donc comment on fait? Donc on donne l'image. L'évolution du modèle, alors ça a été d'abord introduit par Trouvé-Younes en 2005. Alors la formulation est un peu différente parce qu'on a changé les paramétrages, euh, mais l'idée est la même. Donc on a toujours ce même Hamiltonien qui est une norme V plus la norme 2 sur les résidus. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, c'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais on obtient en fait des équations géodésiques de cette formule. Alors, on va beaucoup les voir pendant la présentation. Donc, je vais vous redire un peu qu'est-ce que c'est. Ici, on a V, c'est un champ de vecteur temporel. Ensuite, on a P, le moment. En fait, c'est lui qui va définir un petit peu tout ce qui se passe. C'est lui qui est la variable de contrôle. Z, ici, c'est le résidu. Ça va être à quel point on ajoute de l'intensité ou pas dans l'image. Et I, enfin, c'est l'évolution de l'image dans le temps. Donc ça, c'est des images qui sont assez proches de la dynamique des fluides. Et donc on reconnaît par exemple ici, en fait, dans l'équation du moment, l'équation de continuité qui va nous assurer de conserver la matière dans un recalage, la quantité de matière.
Et ici, on a une équation d'advection avec un terme source. Donc c'est vraiment comme ça que... Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais fait au début de ma thèse. J'ai juste pris une direction de shooting. Je finis ma phrase et je te pose la question. C'est juste une direction de shooting que j'ai pris un peu au hasard et que j'ai un peu intégré longtemps pour voir ce que ça donnait. Voilà. Vous m'avez donné, je crois, c'est moins pays. Euh, Parce que je fais une faute de frappe, je pense. Ok. Et par exemple, pour faire ce genre d'image, à l'époque, au début de ta thèse, ça fait 4 ans, Ouais. qu'est-ce que tu utilisais? Enfin, comment tu as codé ça? Alors ça, c'était les schémas semi-lagrangiens. Ça mérite un talk. Donc, codé en PyTorch à la main? C'est codé en PyTorch à la main, ouais. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, les schémas semi-lagrangiens, c'est un- une sorte de compromis entre les schémas eulériens et les schémas lagrangiens. Parce que les schémas lagrangiens, c'est très bien, c'est un flot de particules qu'on va suivre dans le temps. Sauf que c'est pas du tout adapté pour les images. Parce que en fait, les images, on a une grille de pixels où on va en fait regarder en chaque pixel l'évolution des matériaux qui se passent dedans. C'est vraiment deux faces de la même pièce, mais qui sont... enfin, ça permet de faire la même chose, mais d'un point de vue très très différent. Donc les images, c'est très naturellement un objet qui est fait pour faire de- des méthodes eulériennes. Mais le problème des méthodes eulériennes, c'est que c'est souvent très long. Bon, je parle même pas de... Enfin, on peut utiliser des méthodes de Range-Kutta qui marchent pas mal, mais qui demandent énormément en fait, de pas d'itération pour pas avoir des grosses discontinuités qui apparaissent. Et donc, on utilise le schéma semi-lagrangien qui fait en fait un pas d'intégration lagrangienne. On remet tout sur une grille par interpolation. Et donc, en fait, voilà, c'est un peu, on passe de schéma lagrangien à eulérien, comme ça. Je pense parce que, à mon avis, les jeunes dans la salle, ils n'ont pas ce vocabulaire. Ok. Enfin, je veux dire, Ouais. pas trop, mais c'est juste que, en fait, quand on voit ce genre d'image, ça a l'air de rien, mais vous avez une image, vous avez un champ de vecteur codé sur la grille, et en fait, le truc naïf que vous implémenteriez à la main pour dire, bah, je déforme l'image avec le champ de vecteur, en fait, ça marche pas. Enfin, c'est soit on a des discontinuités, soit un autre truc naïf, ça va tout smousser. Enfin, vous n'allez pas avoir des belles interfaces bien sharp. Et donc, en fait, toute cette littérature qui vient de la physique, de la météo, c'est comment on fait peut-être efficacement. Et donc, là, j'étais curieux, je me demandais, il y a 4 ans, comment tu faisais? C'était la première contribution de ma thèse. Voilà. C'était, en fait, on essaie d'implémenter les métamorphoses. Et puis, je suis tombé vite sur un problème. Ça marche pas. Voilà. Donc, merci Jean d'avoir un peu expliqué. C'est vrai que j'ai oublié que c'était compliqué parce que bon, ça fait 4 ans que je vis dedans. Ok. Donc maintenant, je vais vous raconter un peu quelle est un peu comment a été codé Demeter. Alors, c'est peut-être une slide qui manque, mais Demeter, c'est une librairie que j'ai implémentée pour faire les métamorphoses. Et voilà, donc j'ai fait des choix d'implémentation. C'est une bibliothèque que j'ai implémentée entièrement en PyTorch pour utiliser l'autodiff et le GPU. Donc on arrive peut-être à la fin de cette aventure-là d'optimisation. On verra. Bon, alors, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, les deux étapes, on définit ce que c'est qu'une géodésique et ensuite on relaxe le problème. C'est ça. En fait, là, on a le problème relaxé. C'est-à-dire, on a ici un coût qui est en fait un coût de, de régularisation. Voilà. Et ici, une attache au données. I1, en fait, c'est l'image qu'on a à la fin de notre intégration. Et T, la target. Et un coût de régularisation ici. Alors, bon, cette slide, c'est pour dire, on peut un petit peu juste exprimer la H comme un coût en fonction uniquement de P0. On peut perdre l'intégrale grâce au théorème de Noether, parce que si on suit les conditions d'optimalité de, enfin, voilà, les conditions d'optimalité d'une géodésique, alors les normes au cours du temps sont constantes. Donc c'est ce qu'on a ici. Et donc en fait, on peut voilà, exprimer ça en fonction de P0 et perdre l'intégrale. Ça, c'est ce qui était important dans cette slide. Et voilà, on y arrive. En fait, comment on fait pour
pour faire l'intégration, pour faire l'optimisation. On part du coup d'un P0. P0 qui est le moment initial, et on intègre ces équations géodésiques, et on obtient une image IR. On va la plug dans notre équation, et en fait, on va faire ça alternativement. Donc, alors ça, c'est ce que j'appellerais l'intégration géodésique, et ici le shooting step. Le gradient de h, ici, il est enfin, les actions adjointes, elles sont calculées entièrement par autodifférenciation avec PyTorch. Et ça va être important pour la suite. Donc là, juste, je fais un petit schéma de comment ça se passe. Donc on a toujours notre P0, notre image I1. Et donc, en fait, on va faire plusieurs pas d'intégration dans notre shooting step. Et c'est bon. Voilà. Donc là, maintenant que vous avez un peu la vue globale, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le GPU. Alors, juste avant, on fait un petit détour par c'est quoi en fait, enfin, un peu quelle taille font les images IRM. Donc, c'est des images qui sont volumétriques, une taille un peu standard pour une image bien résolue d'IRM, c'est 200 par 200 par 100. J'ai arrondi les valeurs, hein. On fait de la physique, entre guillemets. Mais ce qui nous donne déjà 4 millions de voxels. Un voxel, ça prend 32 bytes si on les encode en float 32, qui fait qu'on obtient une image de 122 mégas. C'est pas tant, mais c'est quand même pas rien. Pour une image, si jamais vous faites un peu de l'image processing, en général, on fait des images 2D et on n'a pas autant, enfin, c'est pas aussi gros que ça. Sauf si on fait on s'appelle de l'imagerie satellite. Alors, attention un tout petit peu, parce que byte, c'est un faux ami. Byte avec un Y, ça veut dire octet. Ouais. Ah, Et en fait, là, un float de 32, c'est 32 bits avec un I. En fait, c'est 4 octets. Donc, ok. Bon, bah, peut-être faut diviser. ouais, un facteur 8. Faut un facteur 8. Bon, ça change pas Mais je peux dire, parce que là, en même temps, tes tailles d'images géométriques, c'est pas beaucoup. Donc, en vrai, ce serait plus. Et je pense, tu vois, c'est ça qui fait qu'en vrai, effectivement, ça pèse 100 mégabits. Ouais. Mais un float de 32, c'est moins. Mais par contre, Ok, bon, bah, merci pour la précision. c'est facile de se. Ouais, j'avoue que je suis un peu toujours confus, mais bon, l'idée, c'est un peu d'avoir un ordre de grandeur. Ok, donc juste une première. Maintenant, j'ai des anglicismes qui me viennent. Une first guess de comment. De ça sera quoi la charge mémoire? Donc, si on veut faire en fait un pas d'intégration, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord donc l'image, donc qui va nous prendre, disons, 128 mégas. Le moment qui en fait est exactement la même taille que l'image, donc deux fois ça. Le résidu, encore une fois, la taille de l'image. Et le champ, on est en 3D, donc trois fois la taille de l'image. Oui. Juste, l'image, c'est toujours une couche. Ah si, c'est toujours tridimensionnel. Une image, c'est toujours une image volumétrique. C'est pour ça que j'ai dit voxel et pas pixel. Ouais. Mais non, non, c'est ça. C'est toujours, on travaille toujours sur du volumétrique. C'est pour ça qu'on a besoin d'optimiser le GPU. Ok. Donc en fait, donc là, un peu mon truc, c'est qu'on arrive à peu près à 700 mégas. C'est beaucoup, mais pas tant que ça non plus. En fait, on se dirait 700 mégas. Là, les GPU modernes, même mon ordi, lui, il a 7 gigas de, 7 gigas de VRAM. Donc, bon, en fait, on va voir qu'il y aura des problèmes qui arrivent, mais ils sont encore cachés dans la compréhension. Alors, juste avant, je vais vous raconter un peu. Donc, ça, c'est le profil mémoire de Demeter, enfin, d'un pas d'optimisation de mon implémentation. Donc, on a ici la première tour de Hanoï, ici, c'est le calcul du champ de vecteur. Ici, on a l'image et ici, on a la mise à jour du moment. Donc, en fait, on va faire ça plusieurs fois. Ça, c'est un pas de temps. Ça, c'est un pas de temps, une itération d'intégration. Ouais, ouais. Donc, T'as pas le x2 des gradients qui sont computés par auto en mémoire? le x2 des gradients. Merde,
Et le gradient, ça fait x2 parce que chaque truc a vraiment un gradient. Après. Le gradient, lui, du coup, il n'est pas calculé en. Ouais, ça dépend de quel gradient tu parles. Tu parles du gradient de l'image ou du gradient de. Oui, gradient, tellement. Bah, on arrive. On arrive. Non, c'est pas une itération d'optime, c'est juste une itération de shooting. Ouais, c'est ça. Après, il va faire un 10. C'est même pas une itération du shooting, c'est une itération d'intégration. Parce que il y a. Là, donc là, c'est la preuve. En fait, juste, je vous ai montré ça parce que que vous reconnaissiez les différents éléments. Mais en fait, pour le coup, c'est un shooting. Là, j'ai fait donc 4 itérations d'intégration. C'est pas beaucoup. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer. Et donc là, en fait, un shooting, c'est du coup 4 fois ça. Donc là, on voit que c'est bien encodé, on libère bien la mémoire, on l'utilise, etc. Mais ça pourrait être enfin, parce que si vous le codiez comme du PyTorch normal, ça ferait pas ça, ça exploserait. Oui, ça s'accumulerait. Mais voilà, enfin, ça, c'est très important parce que c'est le piège. Là, en fait, c'est déjà malin dans ce que tu fais. En fait, j'ai fait le cauchemar de Alain au début du postdoc, c'est que j'ai tout bien segmenté dans des petites fonctions. J'ai rendu le code très, très, enfin pas malléable, mais voilà, modulaire, c'est ça. Et ça fait qu'en fait, à chaque fois qu'on appelle une fonction, toutes les fonctions intermédiaires, toutes les variables intermédiaires, elles vont être sorties de la mémoire. Enfin, tu gardes ton gradient ou pas là? Euh, Si tu gardes le gradient, ça serait. alors, on y arrive. C'est ça. Là, je fais juste un pas de shooting et les gradients ils arrivent. Bah, ça dépend. Tu fais torche pour un requires grade. Ouais, Là, on va tout le c'est ma question. oui, d'accord. Donc là, il y a plein de requires. Donc là, il n'y a pas encore le require grade, c'est juste pour montrer, bon, ça ressemble à ça et bon, la mémoire est à peu près bien calculée là. Et donc, bon, je vais pas durer le suspense plus. Voilà ce qui se passe quand on fait. Donc là, en fait, ici, on a un premier pas de shooting qui est sans require grade. Là, c'est shooting et backward avec require grade. Donc, et ça, ce qui a déjà été dit dans la salle, en fait, quand on fait quand on fait backward, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va construire un graphe de différenciation. En fait, c'est terrible des fois la traduction en français maintenant. On fait un graphe de différenciation et à chaque opération qu'on fait, c'est-à-dire à chaque fois que tu votes x plus y et qu'il y a les require grade sur l'un des deux, on va enregistrer une copie du tenseur. Et donc là, en fait, on a une copie du tenseur qui est, bah, du coup, en fait, si on a une image de 100 mégas, en fait, à chaque fois qu'on a une opération, on va avoir 100 mégas qui va s'accumuler comme ça dans le graphe. Et donc ça, c'est avec 4 pas, c'est l'accumulation qu'on a. Et donc, heureusement, il y a des méthodes pour se débarrasser de ce problème. Alors juste avant, donc là, la prédiction un petit peu de notre first guess de tout à l'heure. Donc on a toujours ici les 700 mégas. Et en fait, si on fait quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire 10 pas d'intégration, en fait, on arrive directement à 7 gigas de mémoire. Et ça y est, en 10 pas d'intégration et en juste une optimisation, j'ai plus de place sur mon GPU pour le faire, en tout cas sur mon ordi. Ok, heureusement, PyTorch nous a donné des checkpoints. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un checkpoint? Donc là, je vous ai donné la doc officielle, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais en gros, le point important, c'est que ça trace compute for memory, c'est-à-dire que chaque opération qui va être checkpointed, elle n'aura pas besoin d'être recalculée. Et donc ça, c'est assez important. Donc, je vous donne juste un petit exemple pour ceux qui ne sont pas familiers avec checkpoint. Donc ça, c'est un exemple minimal, mais je pense que c'est parlant. Donc on a f qui est du coup le carré de x au carré plus sin. Et on dit que g, donc c'est x au carré plus sin, et en fait c'est une fonction qui, disons, nous prend beaucoup, beaucoup de mémoire. Donc comment on fait?
En fait, donc là, le graphe sans checkpoint, c'est ça, etc. On va faire x au carré, sin, on les ajoute ensemble et on refait le carré. Donc ça, c'est un graphe classique. Et en fait, qu'est-ce que va faire checkpoint? Donc si jamais on checkpoint juste la fonction g, il va garder le résultat de g et juste appliquer le graphe là-dessus. C'est-à-dire qu'en mémoire, en fait, on a une seule fois la copie du résultat de g et pas les deux parties qui sont ici, qui sont oubliées dans le graphe, en fait. Et en fait, on va devoir recalculer quand on va faire le backward pass. Alors, je vois des sourcils français, mais peut-être ça sera un poil plus clair après. Est-ce que c'est un peu comme une compilation où tu gardes ce qu'il y avait dans Docker, ce que tu fais Alors, ça, non, ça n'a aucun rapport, mais dans Kiops, il y a ça aussi. d'accord. Mais c'est autre chose. Et je pense que ouais, tu vas faire des dessins. Ouais. Ok, du coup, donc on a notre schéma de shooting. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de checkpoint? Très bien, on fait le forward, le backward. Toutes les étapes intermédiaires sont accumulées. On utilise plein de mémoire, mais ça va vite. Une première idée un peu naïve, d'ailleurs on a fait ce travail-là avec Johan cette année. Et première idée un peu naïve dont on est tombé dans le piège, c'est je vais checkpoint tout. Je vais dire non, je ne veux pas utiliser de mémoire, je veux faire du calcul, c'est pas grave. En fait, qu'est-ce qui se passe là? On checkpoint, on enregistre la valeur à la fin, on refait le calcul en entier et on fait le backward. En fait, on a perdu du temps et pas du tout sauvé de mémoire. Parce que là, du coup, on est obligé de refaire exactement la même chose, on réaccumule les gradients et on revient. En fait, la solution, euh, c'est de découper le. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va juste mettre l'intégration step dans checkpoint. On va du coup enregistrer ici le résultat du pas d'intégration, c'est-à-dire le moment et l'image à la fin. Et on va itérer. Très bien. Donc là, on itère. On a fait notre forward. Ça fait exactement le même nombre de calculs que sans checkpoint, là, pour l'instant. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on repart de la fin. On refait le forward en disant, tiens, je vais calculer ce que je n'ai pas retenu en mémoire, du coup, et faire le backward. Mais sauf que, au lieu d'avoir tout ça en mémoire, j'ai juste ce petit pas d'intégration en mémoire. Et le résultat. C'est-à-dire que j'ai en mémoire les petits V verts, plus ça, plus une intégration, un pas d'intégration à chaque instant. Peut-être un peu, parce que je vois que Barbara fait toujours les sourcils. Je pense en fait, ça, c'est clair si vous connaissez bien comment ça marche la différenciation automatique. Mais évidemment, on n'est pas forcément très au courant, mais c'est la différenciation automatique, c'est quand vous regardez ce que ça veut dire de calculer la dérivée de f mon g, en fait, vous vous rendez compte que il faut se dire le code à gauche, c'est n'importe quel programme en fait. Si vous avez un programme, mais c'est juste que les boucles for, vous les avez déroulées comme si vous copiez-collez le code. Et en fait, vous pouvez vraiment penser que dans le forward, vous calculez votre code et dans le backward, pour calculer le gradient, vous remontez vraiment le code. Et le problème, c'est que pour remonter à chaque échelon, vous avez besoin du résultat qui a été calculé en forward. Et c'est juste que le truc à gauche, c'est très naïf. Enfin, du gros du tout. Et là, en fait, ce que tu mets en vert, c'est quels sont les résultats que tu gardes vraiment en mémoire. C'est ça. Et en fait, tu vois que ça te permet d'en garder moins. Tu gardes un pas sur 10, mais c'est juste que quand tu remontes, tu vas devoir, sur chaque bout, en fait, recalculer la stratégie de droite. C'est que tu vas devoir, dans ton backward, tu vas quand même refaire ton forward. Mais tu vas d'abord remonter en bas. C'est ça. Puis là, la stratégie de droite, ça va être du temps de calcul. Par contre, en mémoire, ça va être une à droite. Exactement, c'est ça. Et du coup, bon, j'ai un peu trop appuyé, ça ne venait pas. Mais bon, en fait, du coup, on fait ça. Et donc, le résultat, c'est que tout à l'heure, on avait ce profil de mémoire. Donc là, si je le superpose, alors je l'ai un peu écrasé pour que ça soit à la même échelle, mais si on le superpose, on a un gain de mémoire évident. Et donc là, en fait, on voit que on augmente un petit peu la mémoire au cours du backward, forcément parce qu'on sauvegarde le checkpoint. Mais en fait, ensuite,
ça redescend. Et donc là, c'est vraiment la même échelle, c'est-à-dire que là, on est à peu près à la moitié de la mémoire sur cet exemple-ci. Et à chaque fois, c'est super bien illustré. On retrouve le petit bug de forward avant chaque bout de background. Ouais. Graphiquement, on voit bien ce qui se passe. Et donc, en pratique, tu le fais. En fait, il y a- Tu choisis tous les pages, tu fais ton checkpoint. J'ai pas entendu Tu parler. fais toutes les pages d'intégration sont checkpointées ou tu as pris quand même un peu plus large Non, là, ce que je fais, c'est que chaque pas d'intégration est checkpointé. Simplement. En fait, pourquoi j'ai fait ce choix, c'est que en fait, il y a plein de métamorphoses qui existent, et du coup, moi, j'ai un schéma général où j'ai. Donc, tu dis on va se save, on répare pas. C'est ça. Après, je pense que tu peux être plus intelligent, peut-être parfois, mais ça marche déjà pas mal comme ça, en fait. Bon. Tu as une Je question? profite pour en fait, poser la question, je ne sais pas, peut-être à la salle. En fait, il semble il y ait une stratégie à avoir en fait, pour mettre les checkpoints. C'est-à-dire qu'il y a en fait, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a une théorie ou une façon d'analyser un peu, de méta-analyse des graphes pour savoir où poser les checkpoints? Parce qu'en fait, là, on les met dans un endroit le plus trivial. Et en fait, dans un graphe quelconque, il y a des stratégies, en fait, clairement, mais je ne sais pas si donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des éléments oui, qui permettent de savoir? Ce que je peux te dire, c'est que le checkpointing, il a été probablement introduit avec les modèles de météo avec 4D bar. Et en fait, donc, ils utilisaient ces méthodes et donc ils ont dû sans doute dans la littérature, dans les années 90. Mais tu vois, le paradigme était différent parce qu'il n'y avait pas la même architecture. Donc je pense que c'est tout à revoir avec ce type d'architecture. Je n'entends pas bien, mais en fait, Non, ce que je dis, c'est ouais, que tu vois, la météo, les modèles de météo ouais. ont utilisé le checkpointing. Mais c'était sur des modèles qui étaient écrits en Fortran, tu vois, Ouais. et avec du CPU. Donc là, si tu veux, donc tu pourrais regarder la littérature qui a été écrite dans les années 90-2000 avec Fordibar. Mais tu vois, ça va pas résoudre la question parce que là, tu es sur GPU, tu es sur d'autres architectures. Donc Ah, mais en fait, peut-être ouais. en deep learning, il y a des choses. Oui, mais en fait, quand tu as accès au graphe, tu peux récupérer par section de graphe et donc tu sais à quel tenseur s'associer, tu peux en réinférer à la mémoire. Et à chaque fois, vu que c'est un trade-off, le but c'est de blinder ton GPU au max. Donc si tu veux optimiser, tu essaies de découper tes blocs pour que ça file au max de ton GPU. Mais, Oui, mais la question, c'est que, en fait, est-ce qu'il y a une manière d'analyser, en fait, d'écrire un programme qui analyse lui-même le graphe pour savoir où les mettre? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, on voit très bien on a des idées un peu intuitives sur des nœuds sur lesquels on peut justement condenser, etc. Et c'est un peu. En fait, il me semble que c'est une question qui n'est pas une question facile, en fait, de fait. Et pour en avoir un peu discuté comme ça avec Anton, en fait, on s'aperçoit qu'il pourrait y avoir des stratégies meilleures. Et celle-là, elle tombe un peu sous le sens parce qu'on voit bien qu'il y a des passages. Mais on pourrait aller plus loin. Et en fait, de fait, ça devient un peu pénible de faire ce petit jeu-là. Donc, je me demandais, est-ce que il n'y a pas déjà existant en fait des algos, des stratégies, ou en tout cas c'est une question qui me paraît intéressante en fait, de savoir traiter, d'analyser finalement par quelque chose. Mais le problème aussi, c'est que si jamais on granularisait un peu plus les checkpoints, on aurait plus d'étapes intermédiaires qui sont stockées aussi. Ouais. Donc là, on pourrait dire, OK, là, je fais que 2 steps. Après, il va y avoir vraiment un. Bon, c'est pour faire le moins possible, d'accord. Et tant que ça fit en mémoire. oui, c'est ça. Si notre. Va dire, bah là, j'arrive à tel. Je crois pas, mais je pense qu'il y a des trucs qui doivent se faire à nouveau parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur les LLM, souvent sur des énormes modèles où c'est vraiment impossible d'avoir tout le modèle. Tu vois, donc, il y a vraiment des gens qui ont déjà regardé ça pas mal, ça existe. C'est-à-dire, je fais plus adapté. Ouais, maintenant, c'est un peu plus adapté. Parce que c'est vraiment l'école TensorFlow, c'est assez très adapté pour ça, parce qu'il y a la construction explicite du graphe avant d'envoyer quoi que ce soit. Je pense que maintenant, parce que c'est un peu ça leur temps. Donc, je ne peux pas dire ça. Non, c'est vrai. Par exemple, du graphe, de l'équipe de graphe, oui, sur Torch, ça va, je pense que c'est un peu plus compliqué que sur TensorFlow pour le faire, mais ça va sûrement être, ouais, avec les LLM, etc., ça va pas être très loin de quelque chose comme ça.
Je pense que c'est comme toujours en compilation, c'est si vous voulez un truc optimal pour des graphes très compliqués, oh là là, c'est très dur. Mais juste, je pense qu'il est intéressant à connaître, il y a des heuristiques récursives. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, parce que là, en fait, tu as une heuristique un peu linéaire. C'est-à-dire, tu dis, j'ai 10 pas de temps, Hmm. on va dire 16. Tu as 16 pas de temps, tu mets un tous les 16, et voilà. Et une heuristique un peu standard, enfin, donc tu dis, ah, c'est intéressant. Tu dis, en fait, tu mets un pas de temps juste à la moitié. Donc, tu en mets un en 8, et c'est juste qu'après, dans le backward, du coup, au début, tu te dis, bah, il faut que je remonte mes 16 pas de temps, et moi, j'ai un checkpoint à t égale 8. Et pour remonter ce truc de 8, bah, je vais refaire mon forward, mais avec un checkpoint à 4. Enfin, Ouais. etc. Enfin, et ça permet d'avoir du coup une empreinte mémoire qui est logarithmique en nombre de pas de temps, et un temps de calcul qui n'est pas trop catastrophique. Enfin, c'est les heuristiques un peu bateaux, mais donc, je pense dans ce qui nous intéresse, ça suffit. Mais après, en toute généralité, ça doit être très bien. Mais en fait, le graphe, le Python, en fait, quand ça tourne, il n'a aucune visibilité, conscience du graphe lui-même. En fait. Il est là, il est encodé par des relations qu'il y a. Le graphe lui-même n'existe pas. Justement, mais c'est ce qu'il disait sur le fait que C'est mécanique, en fait, c'est-à-dire que c'est juste des appels. Bah, Non, c'est- c'est quand tu as accès au graphe, tu peux le retirer. Tu n'as pas le graphe en tant qu'objet, et tu peux retirer sur le graphe à partir de retracer l'historique des opérations sur le os. Oui. Parce que Christophe, Et ce que je veux dire, auquel niveau on peut le reconstruire, mais c'est un truc qu'il faut mettre par-dessus. Auquel niveau, quand ça est en train de fonctionner, en fait, je sais pas, l'interpréteur, il se balade simplement, mais mécaniquement, il balade à l'intérieur. Et puis, en fait, il n'y a pas d'entité, de structure au-dessus qui. Si, mais justement, en fait, c'est ça les trucs modernes, c'est qu'en fait, on fait du métaprogramming. En fait, on a l'impression qu'on fait juste ce que vous dites, mais en fait, on est juste en train de créer un objet symbolique qui, à la fin, qui peut être analysé de manière un peu automagique dans Temps.compile. On peut l'extraire, oui, je peux le pouvoir faire exprès aussi. Ça, on peut l'extraire, C'est vraiment travailler dessus. Voilà. C'est quoi ce Bon. Bah, peut-être on peut. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'avais une question. Dis-moi. Je ne peux pas bien, mais tu n'as pas d'expression analytique ou quasi-analytique du gradient de toutes les quantités que tu veux calculer, qui te permettrait d'éviter totalement de passer par backward. Alors, c'est possible, c'était ce qui était fait au début, mais c'est long et compliqué. Et si tu fais une modification au modèle, il faut tout refaire. Essayer d'analyser, enfin, fallait quand même faire. Il fallait faire des interactions. C'est sur ce que je vous dis, c'est éviter le backward, donc tu te plugs et tu connais Ouais. l'expression que tu utilises, c'est pas forcément toujours. Bah, en tout cas, c'était pas à l'idée de. Bon, là, on est dans un truc un peu plus. En fait, ça sera bien illustré par la fin de la presse, je pense. C'est bien, vous êtes. Mais ouais, je pense qu'on va en discuter à la fin de la presse parce que ça nous fait un tout petit peu sortir de notre sujet maintenant. Et en fait, c'est vraiment l'objet de la fin. Donc, ok. Il y avait encore, comme Alain aime bien le dire, un éléphant dans la pièce. C'est donc en fait, ça a amélioré, enfin, tout ce qu'on a fait là, ça a amélioré l'empreinte mémoire, mais pas non plus assez par rapport à ce qu'on voulait. Il y avait encore beaucoup de mémoire qu'on ne savait pas d'où elle venait. Et en fait, le coupable, c'était LBFGS. Alors, je ne sais pas à quel point c'est nécessaire de faire un rappel de cours sur LBFGS ou pas. Bon, ceux qui veulent un rappel de cours, vous pouvez lever la main si vous voulez. Moi, je veux bien aller jouer dans la cour. Moi, je veux bien aller jouer dans la cour. Jouer dans. Ok, un petit rappel de cours. Bon, alors, en gros, LBFGS, c'est une méthode de Newton. Enfin, c'est plutôt une méthode de quasi-Newton. Une méthode de Newton, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui va, pour une fonctionnelle que l'on veut minimiser, en un point, on va l'approximer par une fonction quadratique. Donc, en fait, ça se fait à partir de la hessienne. Bon, pour encore, il faut avoir accès à la hessienne. Donc, dans nos cas aussi, là, on n'a pas du tout accès à la hessienne. Du coup, on va approximer notre hessienne. Et donc ça, on le fait avec la méthode justement qui s'appelle BFGS.
Donc, c'est une méthode qui, en gros, on a notre approximé de. Donc, on a f, la fonction qu'on veut minimiser, et on veut l'approximer en un point x', je l'appelle f tilde, donc ici, en fait, on a un demi, je vais prendre mes notes et je ne vais pas dire de bêtises, de x moins x tilde transpose de b qui est en fait du coup l'approximation de la hessienne, x moins x tilde, il est dans le stylo, plus x moins x tilde transpose du gradient de f en x point, plus la valeur de f en x tilde. Donc ça, c'est l'approximation quadratique en chaque point. Et en fait, BFGS, ça consiste à minimiser de manière successive cette quantité-là, B-1 moins B'-1 pour la norme de Frobenius. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, on a B et B', donc on a B, on a une approximation en un point de notre hessienne. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut la nouvelle approximation, elle soit proche, selon cette quantité-là de norme de Frobenius, elle soit proche du point précédent. Et donc, en fait, on va avoir une méthode algorithmique un peu comme ça pour approximer notre fonction. W, c'est, je ne l'ai pas noté, c'est c'est un. Je vais le nom. En gros, bon. J'ai juste besoin de dire qu'on va approximer l'inverse du Hessian, Oui, en fait, en fait, c'est ça. C'est pas super important, c'est juste quelque chose qui va augmenter la stabilité de l'inverse et des normes. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est super intéressant, mais ça prend un peu de temps. Et donc, il y a ça, et aussi un line search ensuite qui se fait, c'est-à-dire qu'en un point, on a du coup une autre approximation de fonction quadratique, ou pas d'ailleurs. Et en fait, du coup, on a la direction du gradient et on va chercher le minimum dans cette fonction quadratique. Mais en fait, ensuite, on va, dans notre coupe de fonctions quadratiques, donc on a une fonction qui est en 1D, on va faire des approximations successives dans le line search qui vont prendre plusieurs valeurs du gradient et vont encore une fois approximer par une fonction qui est polynomiale et qui va augmenter en fonction du temps, en fonction du nombre de points et de gradients qu'on a calculé. Et en fait, le point le plus important, en fait, pourquoi c'est ça, c'est que c'est une méthode qui, du coup, approxime de plus en plus le paysage d'optimisation et qui va se faire une idée. Et pour ça, elle a besoin de sauvegarder les points, en fait, x et le gradient de la valeur en x. Donc, si jamais notre x ici, c'est une image IRM, en fait, ici, on a 2 fois la taille d'une image IRM qui est stockée en mémoire. Alors, donc ça, c'est BFGS. Ensuite, il y a LBFGS, qui est juste la version mémoire limitée de ça. Et en fait, on va couper les plus vieux gradients. Mais en fait, LBFG, c'est une méthode qui marche super bien pour les fonctions où on ne connaît pas grand-chose, un peu comme nous. Donc, nous, on l'utilise et on est très content de l'utiliser. Mais ça demande beaucoup de mémoire, en fait. Et donc, pour ça, alors ça, il faut juste bien lire la doc de LBFGS sur Torch. Mais en fait, moi, ça va faire pas mal de temps. Il faut lire la doc, hein, c'est fou. Mais juste mettre quelques paramètres qui sont importants, parce que peut-être que ça vous fera gagner du temps un jour. Niter, maxiter, c'est juste dans le line search, c'est le nombre de. Non, c'est plutôt le nombre d'optimisations maximales qu'on va utiliser. Max-eval, ça va dépendre de niter. Donc, comme on le dit, c'est le nombre de fois où on va pouvoir évaluer notre fonction, notre fonction de coût.
Donc, si par exemple c'est lourd, on peut le réduire. Alors moi, je ne le règle pas, je le laisse comme ça. History size, c'est ce qui nous intéresse en fait. On va pouvoir contrôler history size. Et line search FN, par défaut, ce n'est pas strong-wolf. C'est les conditions de strong-wolf en LBFGS. Il faut les utiliser. Je ne sais pas pourquoi c'est pas en défaut, mais voilà. Et juste pour être clair, parce que tu as regardé ça bien, moi j'ai toujours compris qu'avec PyTorch, quand je faisais du LBFGS, en fait, quand je faisais optimizer.step, on faisait un LBFGS avec du coup 20 itérations, Ouais. et après il détruisait tout. Et donc ça, on est d'accord que quand je referais optimizer.step à l'itération suivante, il n'a pas retenu l'historique. Il retient. Si. Ah bon? Si. Il retient l'historique Il retient de l'historique. méta-itération. Ouais. Oui, dans le step, tu refais un step. Ouais. Moi je croyais qu'il détruisait tout. C'est qu'on pourrait, on pourrait le croire comme ça, mais non, il retient d'un point sur l'autre. Quel est le rang de la matrice linéaire de matrice de rang 1 et tu utilisais quel paramètre pour fixer? Peut-être, je l'ai dit, C'est historique. c'est history size, c'est ça? History size, c'est le nombre d'éléments de rang 1 que tu utilises pour l'approximation de la SL. C'est plutôt en fait, Comment est-ce que je fais pour C'est- contrôler la taille, en fait? Tu sais, Ouais. l'approximation de la SL, elle est faite par des matrices de volume. Comment est-ce que je fais pour maîtriser cette taille-là? mais c'est pas exactement. Du coup, c'est plus le nombre de couples images gradient qui est enregistré. Donc c'est pas vraiment. C'est ça, comment tu fais pour maîtriser quel paramètre? Du coup, c'est history size, c'est ça. Et ça, c'est le L en fait. C'est le nombre de valeurs. Dans la fenêtre glissante, Ouais, c'est ça. calcul. Donc ouais, c'est ça. Au final, ça fait une fenêtre glissante comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit en mémoire? C'est qu'on voit la mémoire qui grandit, qui s'accumule et qui à un moment fait plateau. Et donc là, en fait, l'history size ici il va contrôler à quel moment arrive ce plateau. Ok. Ah oui, du coup, voilà. Donc en fait, les deux plus importants avec ceux qu'on se avec plus maintenant, c'est Maxiter et LSA. Et en fait, ça a mené à. Alors ça, c'est peut-être une side quest qui était. Bon, est-ce que. Ouais, Oui, excuse-moi, combien tu en utilises en pratique en history size? Combien tu utilises de gradient sur les expés j'y arrive dans un instant. En fait, là, justement, de ce que j'ai vu, pour l'instant, non. En fait, faut en utiliser, faut pas en utiliser, faut en utiliser quelques-uns, quoi. Une dizaine, je pense, ça suffit. Mais par défaut, c'est 100. Mais une dizaine, ça te suffisait quoi? Ouais. Bah, Ouais. peut-être qu'on manque un peu encore de recul, vraiment, parce que c'était fait récemment. Mais pour l'instant, j'ai pas observé de différence significative dans les résultats d'optimisation avec 10 et 100 pas de temps. Donc vraiment, il y a la marge d'optimisation, quoi. Et donc en fait, tout ce travail, on s'est un peu arraché les cheveux et on a fini par modéliser l'usage GPU. Et donc en fait, on a N, grand N, ici c'est le nombre d'intégrations qu'on fait dans notre code. D, c'est la taille de l'image. Voilà. M, c'est alors ça, c'est le minimum comme ça, parce que comme je l'ai dit à l'instant, ça fait d'abord, ça augmente et puis ça fait un effet plateau. Donc ça, c'est la partie augmentation avec n iter. Du moment où le max itération fois n iter est plus grand que le BFG, que l'history size, c'est l'history size qui contrôle en fait la quantité de mémoire qu'on va utiliser. Donc en fait, ce qui est important, c'est que, en fait, au final, si jamais cette partie c'est pas important, le plus important, c'est history size, parce que de toute façon, en pratique, on va toujours utiliser un nombre de n iter fois max iter qui sera plus grand que history size. Donc, c'est lui le facteur limitant, c'est lui qu'on veut vraiment limiter. C'est le qu'on veut. Et du coup, on a notre modèle qui est très simple, qui est bilinéaire. Donc, on veut estimer les paramètres A, B et C. Donc là, on voit que ici, on a un graphe où on montre avec sans checkpointing et avec checkpointing. Et on voit déjà que les courbes, elles sont beaucoup plus petites
Là, pour enfin, du moins, le facteur d'accroissement est beaucoup plus petit quand on sauve le GPU, comme prévu. Et ça, c'est le nombre d'intégrations. Ici, c'est l'usage en bytes. Et alors, juste, je vous montre les facteurs. A, c'est-à-dire ce qui est relatif à l'history size, c'est environ 3. B, par contre, avec et sans checkpoint, on a divisé par 5 la consommation mémoire. Alors, on pourrait espérer plus peut-être, mais c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est Comment? Non, mais un à chaque intégration. Je n'ai pas compris ta question. Checkpoint dans ce que tu disais à chaque pas d'intégration. À chaque fois d'intégration. Voilà. Donc, c'est. En tout cas, ce qui est important à retenir, et donc là, on a. Ah oui, bon. Et du coup, on a ce. Bon, et là, je vérifie qu'avec des sortes de benchmarks théoriques et vraiment simulés, que les modèles ils fit bien la réalité. Bon, plus ou moins bien en tout cas. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut retenir de tout ce que je vous ai raconté dans cette première partie? C'est que bon, on a fait pas mal de travail pour augmenter pouvoir processer avec Métamorphose des images de meilleure résolution, ce qui est en fait assez important. Et surtout, on a apporté beaucoup de connaissances en fait, pour l'utilisateur de pouvoir gérer facilement cette mémoire. Parce que des fois, on a envie d'utiliser peut-être une mémoire ou pas. En tout cas, s'il y a des ingénieurs qui veulent travailler avec. Et surtout, on a mieux compris comment fonctionne notre code, ce qui est bien mieux. Et on peut enfin maintenant l'expliquer. Alors qu'avant, c'était j'ai optimisé tout ce que j'ai pu, mais je ne comprenais pas beaucoup. Ok, donc je vais prendre une première série de questions peut-être sur cette partie-là. Ouais. Peut-être c'est ce dont tu vas parler après, mais en vrai, si tu veux un code qui marche vite sur des images 3D, je pense que tu ferais un moment plus sparse, enfin, tu sous-échantillonnerais le moment. Ouais. Tu vois, tu ferais des points de contrôle, et puis tu vois, parce que tu n'as peut-être pas besoin que chaque pixel ait sa propre volonté. Bah, c'est pour les métamorphoses aussi, parce que tu as besoin d'ajouter de l'intensité de manière précise. Ton OS peut-être garde de manière précise, mais le décoder peut-être si déjà Bah, ton moment. là, on est dans un cadre où il n'y a pas de masque. Ouais, mais avec les métamorphoses, tu regardes la formation En chat, c'est avec le champ vecteur qui, lui, est sous-échantillonné, mais il a de l'intensité qui est passée. avec le même moment pour les deux. Enfin, Bah là, vraiment, on a le résidu qui est proportionnel au moment. Et du coup, ça ferait qu'on aurait un résidu qui serait sparse aussi. Et donc, les changements de topologie, ils seraient sparses, c'est un peu bizarre. Après, il y a sûrement des moyens d'optimiser, de faire des trucs, de réenchantiner derrière. Il y a peut-être des stratégies. Après, nous, on ne les fait pas pour l'instant. Souvent, FWS, ça marche très bien, mais ça coûte un peu cher. Pourquoi juste un vieux gradient, donc c'est classique, c'est que ça ne savait pas HDD, c'est qui coûte pas cher, et donc c'est ça. Il fonctionne moins bien. En fait, c'est un peu un. L'état de performance justifie vraiment le travail. Ouais, vraiment, en termes de rapidité de convergence, en termes de qualité même du résultat, c'est vraiment différent. Non, en fait, quand même, je veux juste faire un commentaire là-dessus, qui est, je trouve que, en fait, ce qu'on voit dans cette petite étude, c'est ce qu'on voit, c'est que effectivement, toutes ces histoires de mémoire, de machin, c'est des enjeux en fait qui sont réels. En fait, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un modèle finalement assez simple, qui est estimable empiriquement. En faisant quelques essais, en prenant les bons, un certain nombre, en faisant une sorte de plan d'expérience minimal, en fait, on peut aller estimer, c'est assez fiable. Et en fait, donc c'est assez simple, mais on comprend, en regardant finalement ce type de formule, on comprend pourquoi ça peut être extrêmement déstabilisant de comprendre ce qui se passe si on n'a pas, si on n'a pas cette vision un tout petit peu au-dessus.
parce que on fait des choses, on change la taille de l'image, on change le machin, on change le bidule, on change le handset, et puis on ne comprend pas pourquoi. Donc en fait, plutôt le comptage de la classe, c'est que c'est pas très compliqué, c'est assez simple. C'est assez simple, mais c'est suffisamment compliqué, finalement, malgré cette simplicité, à cause de phénomènes, des min, des max, des machins, des coefficients, d'essais, il y a les coefficients, le coût d'infrastructure, etc. C'est que c'est difficile à percevoir si on ne le prend pas d'une manière un peu systématique, comme un problème de modélisation de la mémoire. En fait, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe quand on est le nez dans les données. Voilà, c'est juste. Dans les données, dans le code. Donc, on peut se dire que c'est complètement. On ne comprend rien, tout simplement, parce que voilà. Donc, on se dit, on va prendre une image plus petite, on va je sais pourquoi. Mais en fait, au final, donc j'imagine qu'il y a d'autres d'entre vous ont ce type d'expérience sur cette personne, que quand même, malgré tout, c'est possible de contrôler cette histoire-là, et ça obéit à des choses assez rationnelles, avec des coefficients empiriques qui va dépendre de la stratégie qu'on a mis dans le code, mais ce truc-là se modélise en fait, de fait. Enfin, peut-être pour rebondir, c'est vraiment super, là, tous les slides que tu présentes, ce que tu dis, enfin, c'est très bien illustré. Et en fait, moi, pendant ma thèse, ça ressemblait beaucoup à ça. Il y avait beaucoup ces questions-là. En fait, moi, ça m'amuse beaucoup. En fait, l'interaction entre des modèles de géométrie continue et des structures de données discrètes, et puis essayer de trouver la bonne manière de matcher ensemble, etc. Parce que moi, ce qui m'a frappé, là, je ne sais pas à quel point est-ce que le message est passé, mais j'ai jamais réussi à l'expliquer, en fait, à pas mal de collègues, notamment en machine learning plus théorique. En fait, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est parce que faut bien aimer cet aspect machine de Turing, enfin, comprendre, en fait, c'est quoi un ordinateur, etc. En fait, si on ne comprend pas ces histoires de mémoire de registre, on ne comprend rien à ce que tu racontes. Et ce qui est fou, c'est que voilà, dans notre communauté, enfin, il y a pas mal de gens qui font des très très bonnes contributions quoi, en maths ou en stats, etc. Mais c'est impossible de communiquer ces aspects-là. Enfin, et à l'inverse, quoi, je comprends rien. Voilà. Et du coup, on est obligé de faire des équipes comme ça à plusieurs personnes complémentaires. Parce que c'est très dur, en fait, je trouve, de communiquer des choses vraiment multi-domaines. Là, on pourrait imaginer qu'il y a un programme qui fasse lui-même, Ouais, justement, mais en fait, c'est un peu ça le rêve. En fait, c'est qui fasse un data-analyse, c'est-à-dire qu'il prenne des plans d'expérience, les machins, etc., et qui dise à l'utilisateur, voilà ton programme, c'est ce qui va se passer. Mais en fait, Tu n'as pas juste à te dire, ah, memory overflow. non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, TensorFlow et PyTorch vendent ce rêve. En fait, elles nous disent, on compile, ça marche automatiquement. Mais en fait, la vérité, c'est que ça marche pour une classe très restreinte de programmes, parce que c'est très très dur. Et en fait, les collègues qui sont vraiment en machine learning fondamental, c'est très dur pour eux de comprendre que dès qu'on change la structure des programmes, c'est plus la même chose, ça devient c'est très très délicat, etc. Enfin, ouais, un peu ce truc marketing de dire que il n'y a pas besoin de s'en occuper, en fait, c'est pas vraiment. Ouais. Pour savoir, en fait, ce que tu C'est pas, en fait, moi je fais de l'image, donc il n'y a pas besoin de CUPS. Il n'y a pas d'image de programme. Il n'y a pas de nuage de points. En fait, moi, je n'ai pas du tout parlé d'aspect noyau, as. mais l'aspect noyau dans CUPS, c'est fait pour vraiment pour des nuages de points. Tu as des matrices de correspondance de points. Là, en fait, moi, je fais de la grille d'image, donc je fais plutôt des convolutions pour appliquer mes filtres. Et on ne peut pas. Ça sert à rien. C'est pas adapté. En fait. En fait, tout ce que tu dis, À tout ce qui est dit, tu peux le faire. c'est tout à fait applicable avec Blocks, mais c'est pas pertinent. Parce que justement, quand tu es sur une grille rectangulaire, en fait, tu ne stockes pas les coordonnées des points explicitement, c'est implicite dans le fait qu'ils sont à tel endroit. Et donc, tes convolutions, effectivement, c'est des convolutions avec des filtres. Et qui, justement, c'était fait, parce que ce que tu dis là, je veux dire, c'est héritier d'une longue tradition, quoi. Et Hans, etc. Et tout le but de CUP, c'était qu'on voulait faire ça sur des nuages de points. D'accord. Et avec des coordonnées explicites. Peut-être que je sais pas l'idée, etc. Mais du coup, tu utilises toujours des noyaux séparables sur la convolution. Tu utilises quoi comme noyau? La plupart du temps, là, dans ce qu'on a fait, c'était des noyaux gaussiens, en fait. Et là, peut-être on va changer, mais ça sera un autre travail qu'on va présenter avec Alain plus tard, qui n'est pas prêt encore. Mais c'est globalement des sommes de gaussiennes au moins, plus ou moins évoluées.
Donc c'est toujours séparable. Et ce que tu fais, c'est que tu utilises Ouais, oui, c'est ça, en fait. Je fais une convolution enfin, une multiplication dans Fourier pour faire ma convolution. C'est pour ça, enfin, c'est vrai que ça prend un peu de mémoire aussi, mais parce qu'en fait, les masques sont assez grands. Faut faire tenir une grande gaussienne, c'est, ah, ça prend de l'espace. Bon, c'est tout un sujet qui est très intéressant, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler. Donc là, pour ceux qui en avaient marre des aspects GPU, c'est le moment de se réveiller. Et on va parler un peu de modélisation. Là, ça y est, on prend la hauteur, on sort de l'ordinateur et on parle un peu des vrais problèmes. Ok. Alors, comme les problèmes, en fait, ils viennent toujours de la donnée, je vais d'abord raconter un peu la donnée. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je vous rappelle, au tout début de la présentation, c'est à presque 1 heure maintenant. On a donc des séries d'images, donc on a recalé rigidement d'abord, et en fait on a des segmentations qui ont été faites par Pixel. Pixel, il fait quoi? Il fait une probabilité d'appartenance à telle classe. Donc on a 9 classes en tout, 3 classes pour les cancers et les autres pour des images saines. Ça, on va les représenter dans le simplex. Donc le simplex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un vecteur de probabilité, donc qui se somme à 1. Et en fait, c'est aussi un objet géométrique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a des images à valeur dans le simplex. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait des images qui étaient de oméga dans R, dans 0,1 en fait, voilà, avec oméga qui est le nombre de voxels. Maintenant, on a des images qui sont de oméga dans le simplex avec de dimension d. Donc là, d c'est égal à 10. Donc en fait, je multiplie par 10 la taille de mes images. Ça justifie un peu après encore pourquoi on a fait tout ce travail d'optimisation. C'est qu'on a besoin vraiment, en fait, on travaille sur des données qui sont assez grosses. Tu as encore une question, Barbara? Non, ça va. Très bien. Voilà, donc ça, c'est la nature des données. Donc ça aussi, là, je vous raconte un peu le problème de recalage. Donc là, on a ici un petit film où on a les cerveaux qui ont été recalés rigidement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ça? Donc là, c'est le même patient qui a un glioblastome, qui s'est fait opérer, mais bon, il se passe des choses. Donc là, en fait, ici, en rouge et en vert, on voit en rouge et en orange, c'est la nécrose et GDE, la partie enhancing tumor, mais en gros, c'est la tumeur. Et en vert, on a l'œdème. Et tout le reste, ici, donc on a la matière blanche, la matière grise en rose ici, les ventricules au centre, et là, d'autres, enfin les ganglions à la base, d'autres choses. Et en fait, on voit que ici, si on regarde le cancer, ici, il va grandir et rapetisser. Là, on est vers la fin, et on va arriver. Le début, c'est bientôt. Pardon. Pouf, on arrive au début. Là, il est assez grand. Il grandit, mais là, il rapetissit. Il rapetissit. Pouf, il a regrandi. Et là, il regrandit pour reprendre pas mal de place. Donc, en fait, on voit qu'on a déjà une structure assez complexe qui se passe dans le cerveau. On a le cancer, la nécrose, qui va grandir, rapetisser. Si on regarde l'œdème, lui aussi, il évolue beaucoup. Donc là, il a pris plein d'espace. Là, il prend plein d'espace. En fait, lui, par contre, il ne va pas forcément déformer l'espace autour de lui. Ici, en fait, on voit qu'il prend la place d'autres classes. En fait, bon, ça, c'est un autre problème qu'on a. Vous verrez peut-être un autre jour. Mais c'est une segmentation qui nous a donné par Pexil. Ici, ça, j'ai dit l'œdème tout à l'heure, mais en fait, j'ai un peu menti. C'est les hyperintensités de la matière blanche. Et en fait, ça recoupe plusieurs choses, en fait, biologiquement parlant. En fait, tu peux peut-être juste montrer, parce qu'en T de Flair, en haut, on les voit, en fait, ouais. les hyperintensités, elles apparaissent en hyper intense. C'est ça. En fait, les taux des flares, elles sont segmentées à partir des images flares ici qu'on voit là.
Et donc là, on la voit ici. Là, ça va exploser d'un coup. Donc là, paf. Ici, Alors, pour être clair, donc là, c'est temporel. ça, c'est temporaire. Le comportement, c'est parce qu'il avait une tumeur, on lui a donné une chimiothérapie, ça a un peu marché, mais pas complètement, et donc après, il y a une explosion. Ou c'est. Oui et non, c'est un peu complexe. C'est un peu dépendant pour chaque. Il y a des... Mais ouais, des fois, il y a des récessions qui arrivent, mais qui ne sont pas des signaux. Là, c'est sur 46 mois. Là. Ouais. Sur 46 mois, donc, il y a Là, il y a les 4 mais en fait, en général, il n'y a qu'une seule chimio qui se passe, et après, ils font. au milieu. En fait, c'est presque disparu. Et puis récession. Et en fait, bon, alors juste là, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, c'est la leucoencéphalopathie de la matière blanche. Et ça provoque une attrition des cellules localement, et donc ça va entre autres faire bouger les ventricules. Et donc là, on va le voir à un moment, là il a vraiment rétréci le ventricule, et il va regrandir ici. Donc ça, c'est souvent un marqueur de la leucoencéphalopathie, qu'elle arrive là. Bon, en tout cas, on a des types de données où on a des choses qui grandissent et qui apparaissent, et des choses qui apparaissent qui changent de location. Et donc là, on a cette idée, oui, bah, ok, en fait, ça, je le sais que ça peut pas grandir parce que c'est de l'hyperintensité. Et donc là, en fait, on va peut-être mieux le voir ici dans cet exemple. Donc là, en fait, juste, donc c'est la même image, juste la coupe. Donc là, on voit bien que la ventricule a bien descendu, mais tout ce qui est la partie verte ici et les hyperintensités, en fait, on veut pas mettre de déformation. On veut que ça soit que la réallocation. On appelle ça réallocation parce que maintenant, on est entre classes. Et mais ça, en fait, il faut trouver un moyen de le dire à la métamorphose, parce qu'elle ne peut pas le deviner toute seule. Et donc, bon, maintenant, on a compris le problème. On arrive, donc déjà, on va commencer par définir ce que c'est que les métamorphoses sur le simplex, parce que ça change un peu. On a déjà dépassé l'heure, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le plus important, en fait, vous comprenez, c'est que c'est un peu différent, mais pas tant que ça. On a l'évolution d'image qui est là. On a, du coup, c'est plus exactement un gradient, c'est la différentielle de notre image Q qui est donc sur le simplex, qui va être appliquée au champ de vecteur. On a toujours cette balance entre les deux termes. On a toujours un Hamiltonien, donc sous certaines contraintes. Et on a ces équations géodésiques. Alors, en fait, elles sont finalement assez similaires. L'image, là, c'est quasiment la même idée. Et il y a quelques petites différences. Alors, une première différence ici, c'est la somme, ici, la somme devant dans le calcul du champ de vecteur. En fait, maintenant, avant, on avait vraiment le moment fois le gradient d'image, mais là, en fait, on va avoir un gradient d'image qui va être dépendant de la classe. Et donc, on va faire en fait une moyenne de tous ces gradients en fonction, voilà, de la classe. Une deuxième différence ici, c'est qu'on a plus le résidu qui est proportionnel au moment, mais qui est cette fois-ci le projeté sur l'orthogonale de l'image. Alors là, je cache le petit q là, mais en fait, c'est bien RQ. Donc, c'est l'orthogonale de l'image. Donc, on a le moment sur l'orthogonale de l'image. Et le moment, qui n'est plus uniquement la divergence de P fois V, mais il va être corrigé ici par une valeur qui est proportionnelle au résidu cette fois-ci. On a vraiment, en fait, donc ça c'est un peu, c'est donné par cette contrainte-là qu'on a donnée au début, c'est qu'on voulait que l'ajout de résidu il soit orthogonal à notre image. On ne veut pas ajouter des choses dans le même sens que la déformation. Mais orthogonal par rapport à quelle structure? Parce que là, en fait, à la sphère, et tu as le simplex. Qu'est-ce que quand tu dis orthogonal, c'est bien sur un de ces objets-là, c'est ça? Non, c'est orthogonal entre elles, du coup. Là, ici, c'est entre le résidu et le moment. Le résidu et l'image, oui, c'est ça. Je pense que tu es passé. Ouais, je suis passé très vite. J'anticipe en fait. Ouais, ok. Je suis passé très vite. Je suis passé très vite sur le fait qu'on va remplacer le Fisher-Rao sur le simplex par
On va utiliser l'isométrie par la métrique euclidienne sur la sphère. Donc en fait, du coup, c'est Fisher-Rao sur le simplex, mais on fait l'isométrie sur la sphère, donc le racine de cube, etc. Et du coup, ça devient, on utilise la métrique euclidienne, etc. Mais par contre, il faut se déplacer, il faut être restreint. Mais c'est l'équation sur le ZT, là, la troisième, là, dans l'accolade. C'est bien orthogonal par rapport à Q, pas par rapport à Q tilde dans la géométrie euclidienne. Tu vois, la troisième Non, équation je sur crois ZT, c'est Q ou c'est Q? C'est Q-tilde, c'est Q-tilde. Ouais, c'est Q-tilde. Ouais. Parce que là, comme il y avait deux géométries qui étaient mélangées, je me suis dit, ah, mais Ouais, non, bah, pardon, c'est moi qui. C'est un petit peu, ouais. Ok, bon. C'est vrai que j'ai passé ça très vite, c'est assez important, mais bon, je voulais juste vous montrer qu'en fait, conceptuellement, c'était la même chose. Mais en fait, conceptuellement, c'est la même chose et ça se comporte de la même manière que les métamorphoses. Alors, je l'ai passé très vite tout à l'heure. En fait, les métamorphoses, c'est quelque chose qui permet d'ajouter l'intensité où on veut, mais qui va être paramétré par un ρ. Et donc, en fonction de la valeur de ce ρ, on va plus ou moins, donc pour les images, ajouter l'intensité, ici, réallouer. Si on met ρ égale 0, donc on a toujours ici une image source, l'image target. Donc là, je rajoute deux petites bosses. Le résultat ici, il est parfait, ça ressemble à exactement ça. Par contre, il n'y a aucune déformation. Et donc là, ici, c'est ce que je montre l'image par la déformation. Et on voit que le résidu cumulé, c'est exactement en fait, la différence des images. Ça, c'est quand je mets ρ égale 0. Quand je mets ρ égale 1, là, en fait, c'est du LDD même. Je fais que de la déformation. Donc là, j'ai bien ça. Donc, ici, mon image, elle n'est plus exactement pareille parce que en fait, ça va dépendre de mon noyau, etc. Donc, tous ces problèmes-là. Mais là, c'est déformé. Et en fait, quand on va mettre ρ égale à 0,5, ça va être un compromis entre les deux. Ici, on aura de la déformation, mais en fait, on ajoute un petit peu de résidu quand même. Parce qu'il va essayer de, forcément, là, il a la ρ qui est entre les deux. Il est obligé de faire un compromis. Donc, il est obligé d'ajouter un peu d'intensité. On voit que en fait, c'est difficile de choisir un bon ρ pour toute l'image. Parce qu'il y a des moments où on veut de la déformation, des moments où on n'en veut pas, et des moments où en fait on se dit que cette déformation, c'est pas possible et je veux quand même ajouter un peu d'intensité. dans les évolutions que tu observes, c'est toujours sur un des bords du simplex, quoi. C'est-à-dire que tu ne vas jamais à l'intérieur du simplex, au niveau du coefficient. Un tiers, c'est toujours 0, 0, c'est un one. Non, il y a un peu. Alors là, ces exemples-là, ils sont one hot, comme tu le dis. Ils sont vraiment sur le bord, mais en fait, en pratique, on est alors jamais au centre du simplex de dimension 10, mais on est quelque part, pas très loin des bords, mais un peu quand même. En fait, après, en fait, ça c'est un peu compliqué parce qu'à la fois on leur donne un sens, mais à la fois on leur donne pas trop de sens. Mais que souvent, donc nous, on tire nos classes à partir des segmentations qui ont été faites par Pixel, qui sont faites par des réseaux de neurones et qui se trompent un peu souvent, qui ne sont pas très sûres d'elles-mêmes au bord de la tumeur. Des probabilités. Voilà, c'est ça. Donc nous, on les utilise, mais elles n'ont pas de sens intrinsèque. C'est juste en fait des probabilités qu'utilise Pixel. Donc nous, on les garde. On a choisi de les garder. Alors c'est quelque chose qui est discutable. Mais oui, sur ces zones-là, on est un peu entre les deux. De toute façon, en fait, là, je ne vous ai pas montré les évolutions d'image, mais en fait, quand on va faire de la réévaluation, on va passer de toute façon en fait, d'une classe à l'autre, et du coup, on va pas forcément rester sur les bords du simplex pour le faire. Et donc, au moins, dans la géodésique, on va quitter le bord du simplex. Et donc là, il y a aussi plein d'études un peu vraiment à faire plus précisément. C'est quoi les trajectoires qu'on utilise sur le simplex. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait suffisamment, par manque de temps, mais qui est très intéressant aussi. Ok, donc, oui, dis-moi. Et le fait que tu travailles sur Simplex ou sur la sphère, tu es obligé de reprojeter, j'imagine, à chaque intégration, ça introduit pas trop d'instabilité?
Non, Non, ça va. non, non, au contraire, ça rend les choses plus stables. Ouais. Ouais. Non, les schémas sont assez stables. Ok, bon, maintenant je vous ai expliqué. Donc tout ça, ça a été fait un peu au début du postdoc, et ça, c'est très frais. Euh, donc là, c'est un tableau de contrôle d'allocation. En fait, chaque valeur ici qu'on a, ça va être une valeur d'euro. Quand j'ai rien, ça veut dire zéro. Juste, je ne les ai pas mis parce que c'est plus lisible. Comment on lit ce tableau? En fait, je dis, si jamais j'ai un pixel qui est en nécrose ici, et qui doit se transformer en nécrose, hyperintensité, d'autres choses, bah, quelle stratégie doit utiliser? Et donc, je vais vous montrer juste un petit exemple. Pardon. Oui, pardon. Alors, un peu premier exemple, donc par exemple, on va prendre les ventricules. Les ventricules, on les aime bien parce qu'on sait qu'elles ne font que se déformer. Il n'y a rien qui va pouvoir infiltrer les ventricules et donc il n'y a pas de cancer qui va pouvoir entrer. Elles se réallouent pas, elles se réallouent jamais. Donc elles sont toujours égales à zéro ici. Et pareil, rien ne peut se transformer en ventricule et du coup, voilà, c'est toujours zéro. Cavity ici, c'est quelque chose qui va être fait par les médecins. C'est lors de l'opération, on va couper un peu de cerveau et donc ça laisse un trou. Donc ça veut dire que Cavity, il peut se transformer, enfin, on peut que se réallouer en Cavity. C'est-à-dire on ne peut pas se transformer en Cavity, on ne peut pas se déformer en Cavity. Par contre, il va se réallouer pour devenir Cavity. Par contre, si on est Cavity et qu'il y a un autre tissu autre part, en fait, c'est juste que les tissus sont déplacés et on remplace les trucs. Donc là, pour le coup, c'est de la déformation. Donc c'est de la déformation pour aller de cavity, c'est de la réallocation pour aller de matière à cavity, mais c'est de la déformation pour aller de cavity à matière. Et donc en fait, on voit ici que sur cette colonne-là, on a des 1. On veut de la réallocation. Et là, on a des 0. On veut de la déformation. OK. Donc maintenant, on a à peu près compris comment fonctionne ce tableau. Nécrose et G2E, ils fonctionnent ensemble. G2E, c'est la partie tumorale active. Ils fonctionnent ensemble, ils vont se déplacer ensemble. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est la partie figurante, les couleurs correspondent. Donc ça va grandir, mais en fait à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Alors normalement, on a bien la nécrose qui est topologiquement incluse dans la GDE. En fait, en pratique, ça ne se passe jamais comme ça. Du coup, il y a des réallocations qui se passent un peu entre les deux. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire par des déformations, mais quand même un peu. Donc c'est pour ça que GDE à nécrose et de nécrose à GDE, j'ai mis 0,5. Bon. En fait, ces valeurs à 0,5 elles peuvent être réglées, mais j'avoue, je ne sais pas, donc j'ai mis un peu au pif. Mais un compromis, quoi. WMH, par contre, lui, on l'a vu, il se réalloue. Il se réalloue à fond et il faut qu'on lui laisse on ne veut pas qu'il se déforme parce que sinon, ça serait des déformations absolument absurdes. Et du coup, WMH se réalloue et en fait, plein de choses peuvent, parce il peut aussi partir. Donc, il faut qu'on, pareil, dans l'autre sens, ici, là, dans cette colonne, il va se réallouer dans le sens. Sauf avec GDE. Parce que GDE, il se déforme dans le truc. Ouais. Et ensuite, pareil, GDE, lui, il va grandir. GDE, c'est Enhancing Tumor, c'est la frontière de la tumeur. Il va grandir, il va un peu grignoter les bords enfin, il y a un effet qui est double, à la fois de croissance, mais aussi un effet de réallocation, enfin les médecins, ils appellent ça recrutement. Ils vont prendre des cellules cancéreuses, enfin, ils vont prendre des cellules saines et ils vont en fait, se nourrir d'elles. Et du coup, il y a des régions qui ne vont pas être poussées, mais qui vont être transformées en cancer. Et donc, ça, je suis sûr que ça marche pour la white matter, la grey matter, mais je ne suis pas trop sûr pour basal ganglia. Donc, pour l'instant, j'ai mis des points d'interrogation. Et je n'ai pas parlé d'un truc, c'est que un objet qui est déjà dans sa classe et qui doit se refaire, on ne peut pas le réallouer, enfin il se réalloue en lui-même, mais du coup je mets 0 et c'est par défaut.
Ok, donc là, on a plein de valeurs, on a un peu décidé de qu'est-ce qu'on veut faire dans quel cas. Et donc, maintenant, je vais mettre cette matrice dans... du coup, je fais une matrice, je l'appelle R. Et ce que je veux faire, c'est que je veux changer mon évolution de l'image ici. Donc là, ici, c'était ce que j'avais avant. J'avais ρ de la déformation plus un moins ρ de z. Et en fait, je veux que ρ, je le définir comme une fonction de cette matrice R. Donc en fait, on peut reconnaître ici, on peut reconnaître ici l'espérance, mais alors bien sûr, il n'y a rien à voir avec les probabilités, hein, mais voilà, on a ce produit scalaire ici. Et donc en fait, on introduit une nouvelle dynamique qui va être, je l'appelle ρ tilde. Et cette fois-ci, ça va être la moyenne entre la valeur qui va être donnée par la moyenne pondérée donnée par ce tableau en fonction de la valeur de ce simplet. C'est-à-dire que si jamais mon valeur ici il y a la valeur 0, bah, en fait, la valeur de ma matrice, elle ne prend pas compte, elle prend pas part. Donc ça permet pour chaque pixel, bah, c'est peut-être ça qui est forcément clair, c'est que chaque row ici, il va du coup dépendre du pixel sur lequel il est et du pixel de la target. Donc c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Pour un pixel, mon état d'image et la valeur du pixel. Ce qu'il y a à comprendre ici, c'est qu'on a une fonction de ρ, et donc une fonction de Q qui va paramétrer ma pondération. Mais du coup, l'évolution, elle est plutôt locale. En fait, là, ce que je questionne, c'est pourquoi tu fais dépendre ça de la target, même si je comprends bien qu'on a besoin d'une target. Parce que quand même, tu as envie que l'évolution, elles sont un peu markoviennes en quelque sorte. Pourquoi tu dis markovienne? Que tu sois guidé par la target, mais tu as des correspondances non locales, quoi. Enfin, c'est vraiment. Du coup, le R, IJ, il est vraiment non local, quoi. C'est-à-dire que X, il va communiquer avec Y dans la target pour n'importe quel Y, c'est ça? Ouais. Ouais, bah oui. C'est intense. Ouais. C'est bizarre, ouais. Mais en fait, Bizarre. c'est même dès le début, on a. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est qui on est et où on va. Et c'est vraiment ça c'est l'information que va apporter R. Ouais, mais en tout cas, ça marche comme ça, vous avez réussi à faire une chaîne. Ah, c'est très nouveau, on a écrit ça la semaine dernière. C'est très excitant, c'est très sympa. En vrai, ça, c'est vraiment très nouveau, donc ça se trouve, ça marche pas du tout. Je sais pas. Tu as des signes associés? Ah, pas du tout encore. Non, vraiment, ça a été fini d'écrire ce week-end. C'est vraiment très frais. Donc, non, il n'y a pas de simu, il y a pas grand-chose, mais je pense en tout cas que fondamentalement, c'est l'idée vers laquelle on doit se faire. Parce que on a besoin de décider de stratégies différentes de réallocation ou pas en fonction de notre target. Et Ouais. non, vas-y. C'est super intéressant. Bon, On peut juste expliquer. j'ai pas entendu ta question. T, c'est la target. C'est l'image target. Donc en fait, si on met ça dans cette équation-là, est-ce que juste après. Attends, je te mets la suite. Donc là, on a l'équation vraiment dans le grand terme. Ici, on a donc l'image Q à un temps T et le grand T qui est la target. Donc on a vraiment en fait la valeur que va prendre la target en ce pixel. Donc pour une classe donnée. C'est-à-dire que si jamais en cette classe c'est égal à 1, on aura bien RIJ qui va entrer en jeu. Si jamais l'un des deux est égal à 0, RIJ ici est égal à 0. Forcément, ça c'est pas égal à 0, mais cette valeur-là est égale à 0. Est-ce que c'était ça ta question ou je suis à côté? X, X c'est un pixel, c'est une valeur, c'est ça. on cherche le mot en ce voxel, C'est ça. qui est donné par une somme
En fait, c'est celle de l'image sur tous les pixels de la. c'est l'espérance. En fait, c'est une Non, non, espérance. non, c'est pas les pixels de l'image. C'est une solde sur les classes. Sur les classes. Ah oui, oui, oui. Ouais, C'est-à-dire que peut-être que c'est ça qui crées dans une classe pour le chiffre de départ. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ce joint, tu analyses jointement plutôt. Oui. Et c'est une sorte d'autorisation d'allocation, en fait, en espérance, sur les probabilités d'état des deux voxels que tu regardes. Voilà. Il va y avoir des effets de blanc ou pas? Parce qu'on va passer d'un 0 à 1. Parce que le V, lui, il ne voit pas du tout beau. Alors, bah, on arrive un peu parce qu'il y a les équations géodésiques qui arrivent après, mais en vrai, en pratique, on ne sait pas. Moi, ce que j'ai observé j'avais fait un peu déjà des métamorphoses pondérées, et il n'y avait pas tant d'effets de bord significatifs. Et en fait, surtout, quand même, il y a un truc qu'on peut noter, c'est que cette valeur-là, ρ, elle va être continue en espace. Parce que, a priori, les Q et T, ils sont continus en espace. Et en fait, on passe un peu. Enfin, même si... C'est pas forcément vrai, peut-être. C'est pas forcément vrai, parce qu'on peut avoir des. En fait, si, parce qu'on a des probabilités et que les probabilités qu'on a, elles sont continues. Et donc, on n'a jamais de bord très net. Là, ce que je vous ai montré, c'est les images des softmax, en fait. Mais à un moment, il faut représenter le simplex en dimension 10. Il faut faire des choix de représentation. Mais en fait, en pratique, on a vraiment des images qui sont lisses. OK. Et donc, le clou du spectacle, les nouvelles équations géodésiques. Donc, en fait, il y a deux choses qui apparaissent. Donc, on a quasiment les mêmes équations que pour le simplex, avec quelques modifications. Cette fois-ci, maintenant, ρ, il va dépendre de x, donc on peut. En fait, si on peut le sortir, on peut le sortir de lambda, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que maintenant, dans l'hamiltonien, ici, ρ tilde, lui, il dépend de Q. Donc, quand on va faire la dérivation des hamiltoniens par rapport à Q, on va avoir ici dans P point qui est. Alors, quand on les calcule, on fait P point est égal à moins la dérivée partielle en Q de l'hamiltonien. C'est là. Et donc là, en fait, il y aura des termes en plus qui vont s'ajouter. Et donc là, on a RT qui est get involved, qui arrive. Voilà. Et donc, on a ce nouveau terme. On sait pas encore trop vraiment, on ne comprend pas encore vraiment très, très profondément. On espère que pour R constant partout, c'est-à-dire, en fait, on revient sur notre cas précédent sans contrainte, ça soit un vecteur constant. Mais ça, further research is needed. Voilà. Et donc rapidement en conclusion, parce que j'ai déjà fait 1h30 de présentation. Bon, en fait, qu'est-ce que ça apporte cette partie-là? C'est un nouveau moyen de contraindre les métamorphoses en apportant de la sémantique. Vraiment, on dit aux pixels qui ils sont et où ils vont. Et ça change beaucoup de choses. Je pense que c'est ce qui manquait vraiment dans nos méthodes jusqu'ici. Et bon, encore une fois, c'est très nouveau, à prendre avec des pincettes, mais je trouvais l'idée intéressante. Avec Martin Flammer, on avait écrit un papier sur. On avait appelé ça RDDMM, Region-Based DMM. Et c'était un peu l'idée, tu vois, tu faisais des régions et puis elles se déformaient différemment, mais c'était pas dans un cadre métamorphose, tu vois. Ouais. C'est juste l'aspect déformation. Ouais, bah. Du coup, c'est hamiltonien qui vient plus fancy. Est-ce que tes équations que tu dérives vraiment, implémentes vraiment, ou tu t'en fiches, elles sont là et c'est important de les avoir, mais en pratique, tu dois juste sur l'autotif pour le. Ah non, ça c'est implémenté. Pas ça. Ça, c'est implémenté en dur. Et c'est la dérivée de h qui, elle, va être faite par l'autotif. En fait, ça répond à. Enfin, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure au milieu du talk. La question, c'était
Oui, je ne me souviens plus exactement d'ailleurs, mais c'était en gros, Est-ce que tu as l'expression analytique? qu'est-ce que tu as l'expression analytique? Et quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit, en fait, le modèle, il va devoir bouger. Et je vais devoir faire des essais, etc. Et moi, j'ai envie de faire un truc de prototypage, peut-être. Si je veux être super efficace, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis pas dit, c'est super important d'être super efficace. Je veux que ça fonctionne. Et, et je pense que c'est la grande force de la librairie Demeter que j'ai implémentée, c'est qu'elle est super. En fait, n'importe qui peut arriver et peut faire son propre modèle adapté à son cas. Bon, ça prend un peu de temps, un peu de travail forcément, mais on peut utiliser toutes les briques que j'ai déjà faites et mettre ensemble. Et un exemple, c'est qu'avec Thomas et Ryan, là, on est en train de faire un autre projet encore, qu'on vous racontera peut-être assez bientôt, qui mélange des formations rigides et métamorphoses. Et en fait, ça a pris que 4 à 5 jours de travail d'implémenter ce nouveau modèle, tu vois. Enfin, de code. Ouais. Bien sûr, c'est toujours un peu plus long que prévu, mais vraiment de code dur, c'était ça. Et, et donc, voilà, l'autodiff, elle a cet usage-là, c'est que c'est une librairie pour faire du prototypage. Et donc, tu es quand même obligé, dans ton nouveau modèle, à chaque fois, de pouvoir redériver les équations géométriques. Ouais, ouais, tout à fait. C'est bon, c'est-à-dire, en fait, il posait le problème dans ta modélisation du RAW, c'est dit avant que tu as quand même une grosse hypothèse d'indépendance qui nous perdait sur chaque pixel, etc. Et que, en te disant, tu te dis, bon, bah, je fais un moyen-âge gaussien autour, et puis je somme là-dessus. Mais là, si tu fais ça, les équations, elles viennent au ici, je pense. Pour introduire une notion de localité dans le passage de table. Ok, d'accord. Bah, c'est possible, ouais. L'équation. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut dériver les équations. Et je pense que c'est aussi important de dériver les équations parce que ça nous donne un sens de qu'est-ce qui se passe dans la géodésique. Et il y a plein de fois où à un moment je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire ça. Et en essayant de dériver les équations, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que ça n'avait aucun sens en fait de terme. Alors là, tu vois, on a ce terme en plus qui ajoute et on n'est pas très sûr du sens que ça a. Et en fait, ça nous donne un indice de peut-être que c'est pas une bonne stratégie, peut-être que la stratégie, il faut la modifier. Euh, Autant que le gradient du Hamiltonien, ça c'est vraiment juste pour améliorer le code, quoi, la rapidité du code. Je trouve moins d'intérêt scientifique. Alors que là, ça permet de gens, en fait, la deuxième catégorie dont parlait Jean tout à l'heure, les gens qui réfléchissent sur des modèles un peu plus hauts, de ne pas s'occuper trop du code. Et voilà, ça y est, j'ai fini.